Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de notre rubrique Pourquoi ont-ils quitté le Maroc, nous accueillons ce soir M. Abdelaziz Arzek, président de l'association musulmane de Montréal-Nord. M. Arzek est installé au Québec depuis 1980, ce qui porte son séjour dans la belle province à 37 ans exactement. Au cours de cette période, il a gravi ses échelons à l'échelle sociale, donc de manière assez stratosphérique. Il a entamé son parcours initialement donc, à travers d'autres activités, mais par la suite, il s'est consacré pleinement donc, à l'éveil des consciences à travers l'implication associative. Et puis, depuis 1999, il est président de l'association de Montréal, l'association musulmane de Montréal. Alors, M. Arzek est entre autres récipiendaire de la médaille du jubilé de la Reine d'Angleterre. Il est également récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Et il a été reçu par le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, en 2009. Alors évidemment, ce sont des acquis dont il ne peut que s'enorgueillir et qui en disent long sur son parcours jalonné de succès, même si tout n'a pas été nécessairement facile depuis le début. Alors, en guise de première question, nous souhaitons la bienvenue à Serge Arzek. Bonsoir. Bonsoir, Sismaël. Alors, on aimerait savoir, évidemment, avant de vous installer au Québec en 1980, vous avez eu votre vécu marocain. Et vous m'aviez dit, vous m'aviez expliqué que vous vous êtes installé au Québec à l'âge de 22 ans. Alors, en résumé, de quoi était faite votre vie au Maroc avant de vous installer au Québec en 1980? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de l'article que vous avez écrit à mon sujet. Je vous félicite de votre façon d'écrire, que tous mes collègues et amis d'ailleurs, je pense qu'ils l'ont remarqué d'après les commentaires que j'ai pu lire hier soir tard, malheureusement. Vous savez, comme je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure, j'ai longtemps pensé et hésité à faire cette rencontre et cette entrevue. Je suis une personne qui a toujours travaillé dans la discrétion et dans l'ombre, et je ne me sentais pas à l'aise réellement de faire cette entrevue ou de parler de moi. Mais vous avez pu me convaincre et je pense que vous avez fait un excellent travail, donc je vous en félicite une deuxième fois pour ce travail-là. Merci. Je ferme la parenthèse. Abdelaziz Arzek, c'est un Casablancais de Casablanca. Je suis né à Casablanca. J'ai fait mes études primaires à l'école des Phosphates, dans le quartier des Phosphates d'ailleurs. Après, j'ai fait mes études collégiales au collège Al-Jahed. Pour les gens qui connaissent Casa, c'est Al-Qari'a. Et par la suite, j'ai fait mes études au lycée Moulay Abdallah, près de la mosquée de Masjid Al-Sunna, à Casa toujours. Pour les cours universitaires, j'étais un petit peu... Il y a quelque chose qui m'a marqué durant ces années-là. Je viens d'une famille très modeste et mon père a dû, pendant ses études d'ailleurs au lycée Moulay Abdallah, il a dû vendre une terre qui lui appartient pour qu'on finisse nos études. Nous sommes 7 frères et sœurs et ça m'a marqué parce que je voyais que mon père n'avait pas vraiment les moyens pour que j'entame ces études universitaires, donc j'ai dû m'orienter vers le domaine technique. J'étais en sciences maths, mais j'aimais beaucoup les matières scientifiques et les maths, mais j'ai dû m'orienter vers le domaine technique. J'ai passé un concours avec l'office chérifien des phosphates à Khoribga et j'ai eu aussi ce concours-là. J'ai fait ma formation après à la ville de Youssoufia. Et en 1978, on était le premier groupe d'ailleurs qui sortait de cette formation pour aller travailler à l'Ayoun. On était un groupe, je pense, de 10 personnes qui étaient affectées. Il y en avait 5 qui étaient affectés à Boukra et moi j'étais affecté à Al-Blaya, qui est une trentaine de kilomètres
de Laayoune. Et c'était une période Nous parlons de quelle année, SRS? Je parle des années 78 exactement. On était vraiment choyés durant ces années-là. On travaillait 4 semaines à Laayoune et on avait une semaine de vacances. Il y avait une entente avec le Royal Air Maroc qui nous amenait à Casa, on passait une semaine, on retournait. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et c'est peut-être pendant cette période-là que j'ai pu penser à venir ici au Canada. Et la raison est simple, c'est que j'avais un ami que je travaillais avec lui, c'est un ingénieur qui vient de Barchid et on allait, chaque fois qu'on allait d'ailleurs travailler, on était affecté dans une centrale électrique et l'usine de traitement des phosphates. Malheureusement, c'est-à-dire entre Laayoune, Blaya et Boukra, il y avait une centaine de kilomètres, donc il y avait la ceinture qui transportait le phosphate, mais il y avait une guerre durant ces années-là et chaque fois la ceinture qui portait le phosphate, il y avait toujours des problèmes. Donc on n'a pas travaillé, on ne faisait rien du tout, on était payé à rien faire pendant 2 ans et ça je m'ennuyais réellement là parce qu'il y avait, et c'est une ville, il n'y avait rien, c'est-à-dire on était très très bien payés, on avait des bonnes conditions de travail, bien logés, il y avait des restaurants, on ne faisait même pas de repas, rien, ça ne coûtait rien, mais c'est-à-dire c'est cet ennui qui m'a poussé à penser ailleurs, donc j'ai fait une demande comme ça. Mais qui vous a mis un peu la puce à l'oreille? Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser au Canada? Parce qu'à cette époque, nous parlons de 1979-80, la période à laquelle l'intérêt pour le Canada a commencé à naître. À l'époque, le Canada, c'était une parfaite inconnue. J'avais un ami qui m'en parlait pendant que je travaillais. Moi j'étais pas, c'est-à-dire les conditions de travail étaient très très bien. Je n'avais pas besoin de penser. Mais comme je viens de vous dire, c'est-à-dire c'est cet ennui réellement là, et surtout que Laayoune, durant ces années-là, je me rappelle, il y avait un boulevard Hassan II, il y avait un théâtre et un cinéma, il n'y avait pas vraiment de vie, là, on dormait, on allait, on faisait rien du tout là, alors et il y a un deuxième élément qui m'a motivé d'ailleurs de venir à Montréal, c'est que je voulais finir mes études. J'avais toujours, je me disais, j'aurais la chance de faire, et d'ailleurs mon père, Allah yarhamou, il n'était jamais d'accord que je vienne ici au Canada, mais mon père, il a donné tout ce qu'il avait pour nous, là, il était, je me rappelle, mon père, il y avait, comme on dit ici, un dépanneur, un baqal. Et il coupait son dépanneur en deux pour que quand on arrivait de l'école, on passait en arrière et il demandait à un ami prof pour venir nous donner un coup de main pour nos études. Et la seule motivation qui a motivé d'ailleurs mon père de me laisser partir, c'est que quand je lui ai dit « Papa, je veux aller faire mes études, je vais revenir ». Et mon père est décédé là, en 2014. Et chaque fois que je le voyais, il me disait toujours « Anta drti abiya ». Donc toi tu m'as joué un tour et c'est... mais alhamdoulilah, c'est-à-dire ça s'est bien passé quand même. C'est sûr que cette étape-là, une fois qu'on arrive à Montréal à 22 ans, tous les gens qui sont arrivés, ces années-là, c'était difficile, il n'y avait pas beaucoup de Marocains. Et tu arrives, tu débarques à l'aéroport Mirabel, dans le temps, et tu prends l'autobus voyageur, il te débarque au coin de Saint-Denis et Maisonneuve. Et là, il faut que tu ailles chercher un hôtel pour te loger, là, et tu te débrouilles. Donc c'était une période très très difficile, parce que j'avais des amis d'ailleurs qui sont venus. Malheureusement, ils sont retournés. Là, c'est une question d'orgueil, de personnalité, et chacun voyait les choses autrement. Mais moi, ma motivation, c'était de faire mes études. C'est sûr que quand je suis arrivé, là, il ne faut pas oublier que dans ces années-là, les années 80,
Juste pour vous donner un indice, les taux d'intérêt, on parlait de 17, 18, 19%, alors c'était une crise économique. Il n'y avait pas tant de travail que... La crise de 83-85. Exact, donc c'était vraiment réellement très très difficile. Alors, c'est-à-dire, il faut s'ajuster. Donc, quand tu arrives ici, la question c'est que tu es arrivé, il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes ta vie. Donc, débrouille-toi là, c'est-à-dire, il faut que... Mais justement, concernant la formation que vous alliez suivre, Serge Aziz, donc, est-ce que vous aviez une idée arrêtée lorsque vous étiez au Maroc, lorsque vous étiez en train de préparer votre établissement au Canada? Donc là, vous avez une idée arrêtée et précise quant à la formation que vous alliez suivre? J'ai toujours rêvé d'être médecin. Moi, c'est le domaine qui m'a toujours fasciné, c'est de faire des études pour devenir médecin. Mais malheureusement, ou heureusement, de toute façon, ce que j'ai fait comme parcours, j'étais très content de toutes les étapes que j'ai passées. Et c'est là que j'ai commencé à faire des études dans le domaine de l'immobilier. En 86, je pense que j'étais le premier Marocain quasiment qui était courtier dans ces années-là. Mais vous m'aviez expliqué il y a quelques jours à Serge Aziz que courtier agréé en immobilier, c'était pratiquement le dernier échelon que l'on pouvait atteindre en la matière, dans votre domaine. C'est-à-dire dans ces années-là, dans les années 86, quand j'ai fait mes études, c'est-à-dire quand on faisait les cours, on sortait avec un titre qui était agent immobilier. D'accord. Le directeur de succursale, celui qui dirige l'agence, c'était le courtier agréé. Et pour être courtier agréé, ça prend beaucoup plus d'expérience et ça prend plus de cours. Alors j'ai fait ces études-là pour aller chercher mon permis de courtier agréé pour que je puisse travailler autonome, parce qu'un agent immobilier dans le temps, il ne pouvait pas travailler tout seul. Pour ne pas avoir sa compagnie, il faut qu'il travaille dans une compagnie de courtage immobilier comme Remax, Royal Lepage, la Capitale ou Sutton, le Permanent dans le temps. Les courtiers aujourd'hui ne connaissent pas ces compagnies-là. En alternance, il y a le travail associatif. C'est la question que je voulais vous poser justement. Donc, comment est-ce que ça vous est venu à l'esprit? Le travail associatif, ça a commencé dans les années 83-84, ici même à Montréal-Nord. On avait un local où on était peut-être 5-6 Marocains qui partageaient le loyer. On était dans un 1,5. Le soir, on se rencontrait pour prendre un verre de thé. Donc ce n'était pas le local où vous logiez, c'était juste un local dont vous répartissiez les frais. On louait le local, c'est un 1,5 qu'on louait, on partageait les locaux avec les mêmes conseils qu'on est aujourd'hui dans l'association musulmane de Montréal-Nord. Et après un certain temps, le local est devenu petit. De toute façon, on n'était même pas en règle parce que c'est dans un 6 logements. Aujourd'hui, quand on regarde les règles et les règlements des municipalités, là, ça ne serait pas toléré du tout. Là. Donc, par la suite, dans les années 88, on a constitué l'association, en octobre 88 exactement, l'association musulmane de Montréal-Nord. Et c'est de là qu'on est parti pour penser à acheter un local. Donc, j'ai été courtier immobilier, j'ai commencé à regarder, on a trouvé le local, on est là aujourd'hui. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc votre diplôme vous a servi à quelque chose. Exactement. Donc on a acheté le local, on est là aujourd'hui, qui est une garderie An-Nour, qui appartient d'ailleurs à l'association musulmane de Montréal-Nord, que je dirige d'ailleurs, qui pour l'association, c'est un waqf d'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais donc ce local-là, il est devenu salle de prière et salle de rencontre. On avait une bibliothèque dans cette partie-là de ce local-là. Le bureau, il était dans cet espace-là, on est assis d'ailleurs. Réellement, c'est-à-dire, on a commencé avec rien, c'est-à-dire on n'avait vraiment pas de fonds pour acheter cette bâtisse-là et il y avait quelqu'un dans la communauté marocaine, Abdelrahman Barrada, Allah yarhamou. Ce nom me dit c'est lui qui a donné, c'est lui qui a posé
la première brique dans cette bâtisse-là, en nous motivant d'ailleurs, quand je l'ai rencontré avec les membres du conseil, il nous a dit, vous allez, je vais vous donner un mois pour ramasser ce que vous ramassez et je vous donne le même montant d'argent. Et je me rappelle ces années-là, en 90, un mois, là, on prenait l'annuaire téléphonique, les pages jaunes. On regardait chaque fois qu'il y a un nom qui sonne arabe, on allait le voir chez lui. Et c'est comme ça après un mois, on a ramassé à peu près 25 000 $. Et on était le voir, il est décédé, je pense, en 2003, à l'âge de 58, 59 ans, qui a été d'ailleurs le premier qui nous a motivés à bâtir ce qu'on a bâti aujourd'hui. Donc, l'achat il est fait, la mosquée est installée, il y avait même un minaret qu'on avait à l'extérieur dans le temps, et c'était un minaret que j'avais sollicité dans le temps l'ambassadeur, son excellence Abdelkader Cheb, qui avait parlé avec l'ambassadeur de l'Imarat, qui nous a aidés pour installer d'ailleurs, je pense que ça a coûté dans le temps comme à peu près une trentaine de mille. Et c'est d'ailleurs l'ambassadeur de l'Imarat avec l'ambassadeur de Cheb qui sont venus ici là, pour inaugurer d'ailleurs le minaret de cette mosquée. C'était une première minaret. Il y avait un article dans le matin qui était écrit d'ailleurs sur cette minaret de Moyad. Par la suite, évidemment, le local ici est devenu petit. La communauté, évidemment, qui s'installe ici, il cherche toujours une proximité où il y avait une mosquée ou une école d'arabe, parce qu'on avait aussi 4 classes d'école d'arabe. Donc le local est devenu trop exigu pour contenir le flux migratoire. Exactement. De plus en plus important, donc il fallait un peu plus d'espace. Exactement. Donc, et même dans ces années-là, on avait demandé à la ville, on avait des locaux dans le centre de loisirs de Montréal-Nord. Aujourd'hui, ils ne les tolèrent plus parce qu'on est une association religieuse, mais dans le temps, on n'avait pas de problème. On avait 4 classes là-bas pour les cours d'arabe. Donc, vu que l'espace est devenu petit, on avait besoin de plus d'espace. C'est là que l'idée est venue d'ailleurs d'acheter le lieu au 10 395 Belti, qui est la mosquée. Une mosquée c'est un projet qui vaut plus de 2 millions de $, cette mosquée-là, avec toute l'architecture et même il y a une fontaine qu'on a mis dans le centre communautaire. Mais le souci le plus important pour nous, c'était les jeunes. Il fallait s'occuper des jeunes. Donc, quand on a acheté cette bâtisse-là, on l'a séparée en deux. C'est-à-dire l'espace intérieur de ce lieu-là, c'était 10 000 pieds carrés de superficie habitable, qui équivaut à peu près à 950 mètres carrés. On a pris 6 000 pieds carrés pour le lieu de culte et on a pris 4 000 pieds carrés pour le centre communautaire. On a créé évidemment une autre association qui est le centre communautaire à nous pour les activités du centre, parce que mon souci personnel c'était de faciliter l'intégration des jeunes aussi. On voulait offrir les services à toute la communauté nord-montréalaise. On ne voulait pas se fermer sur nous. C'est-à-dire, quand on voit évidemment ce qui se passe en Europe et en France en particulier, le ghetto, on ne veut pas vivre ça. On veut vivre avec une société multiculturelle. C'est-à-dire, vous vouliez faire en sorte que la communauté se fonde dans son nouvel environnement et s'intègre. Absolument, et ça c'est important pour nous. D'ailleurs, même, c'est-à-dire, quand je regarde la garderie ici, là, je vous ai parlé tout à l'heure de la journée interculturelle. On invite d'ailleurs les élus, que ce soit municipaux, fédéraux ou provinciaux, et le CLSC, la police et tout, la consul du Maroc aussi. Donc le but, c'est de faciliter l'intégration avec toutes les cultures. Dans la garderie, on a des Libanais, on a des Turcs, on a des Haïtiens, on a des Colombiens, on a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens.
Donc vous avez mis votre point d'honneur à ce que l'établissement, donc le centre communautaire An-Nour, soit le plus accueillant possible, au-delà de l'obédience religieuse, donc au-delà de l'appartenance. Donc il fallait qu'il accueille un peu tout le monde, toutes les communautés. Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça c'est-à-dire même les cours qu'on donne, exemple, je vous parle de la garderie, mais dans le centre communautaire aussi, on a des cours par exemple de taekwondo, on a des cours de cuisine, on a des cours d'anglais, on a des cours de couture, on a des cours de récupération en français pour des cours d'anglais. Alors, tous ces services-là on a même des cours d'arabe pour des Québécoises qui viennent apprendre les langues dans notre centre.